l'estérification, hydrolyse. Les alcools et les acides carboxyliques. On va commencer par les alcools. Un alcool est constitué du groupe caractéristique hydroxyl-OH lié à un groupement alkyle, qui est la chaîne principale. La formule générale des alcools est ROH, où R est un groupement alkyle ou chaîne carbonée. L'atome du carbone C lié au groupe OH est le carbone fonctionnel d'alcool. C lié à OH, la nomenclature des alcools. Pour nommer un alcool, on doit remplacer le E final du nom de l'alcane de même chaîne carbonée par la terminaison -ol précédée, si nécessaire, du numéro de l'atome de carbone lié au groupe OH. On va prendre un exemple, cet exemple-là. Alors, il y a une chaîne carbonée qui est principale, qui est formée par 3 atomes de carbone. Je peux les numéroter de droite vers la gauche ou bien de gauche vers la droite, mais la condition, c'est que le groupement OH doit être lié au carbone qui a le numéro le plus bas, l'indice le plus bas. Donc, dans ce cas-là, on a 3 parties. On a la chaîne principale en vert, on a les ramifications qui est le CH3 en bleu et en rouge le groupe fonctionnel hydroxyle. Donc le nom de cet alcool c'est 2-méthylpropanol. Un autre exemple, c'est une chaîne qui est linéaire, qui est formée par 4 atomes du carbone, donc son nom c'est le butane. Et puisque le ol, OH, est lié au carbone 1, donc le nom ça va être butane 1-ol. Donc on a éliminé le E et on l'a remplacé par l'indice le plus bas et la terminaison ol. Dans ce deuxième exemple, la chaîne la plus longue c'est 3, c'est le propane. Le ol, il se trouve en 2, donc ça devient propane 2-ol. Et le méthyle se trouve en 2, donc le nom final c'est 2-méthylpropane 2-ol. Dernier exemple. Chaîne carbonée la plus longue, elle a 4 atomes de carbone, c'est du butane. Le OH, il est lié au carbone 2, donc c'est le butane 2-ol. Et on a 2 ramifications qui sont 2-méthyl. Alors les 2 méthyls sont identiques. Dans ce cas-là, on va utiliser le terme di qui veut dire 2. Et les positions successives de ces deux atomes, de ces 2 ramifications, c'est CH3 en 2 et en 3. Donc le nom final, c'est 2,3-diméthylbutane 2-ol. Les alcools sont classés par 3 types d'alcool. Alors, on distingue 3 types d'alcool selon le nombre d'atomes de carbone vicinaux, c'est-à-dire les carbones qui sont immédiatement liés au carbone fonctionnel, portés par le carbone fonctionnel. Alors, dans cet exemple-là, alors on va voir que le carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone qui est lié à OH, il y a un seul carbone et 2 hydrogènes, donc les hydrogènes, on ne va pas les compter, on va compter un seul carbone, donc on va dire que cet alcool est primaire. Dans ce deuxième cas, vous regardez le carbone fonctionnel est lié à 2 carbones voisins, ça veut dire que c'est un alcool secondaire, et ici, il est lié à 3 carbones voisins, donc c'est un alcool tertiaire. Donc il y a 3 classes d'alcool. Les alcools primaires, les alcools secondaires et les alcools tertiaires. Les acides carboxyliques. Alors, tous les acides carboxyliques ont ce carbone fonctionnel ici, qu'on va noter ou bien qu'on va nommer groupe carboxyle. C'est un atome de carbone, le voici, qui est lié d'une part avec une liaison double avec l'oxygène et de l'autre part par un groupement hydroxyle OH. Donc la formule générale des acides carboxyliques c'est RCOOH ou bien RCO2H ou bien on peut ajouter ici un R et ça devient RCOOH où R est un groupement alkyle ou une chaîne carbonée. Comment nommer un acide carboxylique? Son nom est obtenu en ajoutant au départ le nom d'acide au nom de l'alcane de même squelette carboné et en éliminant le E final et on la remplace par OIC. Exemple, dans cet exemple-là, la chaîne carbonée linéaire, elle est formée par 4 atomes du carbone. Donc, c'est de butane et on va éliminer le E et on remplace par OIC. Donc, ça devient butane OIC. Il ne faut pas oublier la ramification. La ramification, elle est sur la position 3, donc l'indice 3. Donc, le nom de cet acide, c'est l'acide 3-méthylbutane OIC. Un autre exemple,
acide propanoïque, 3 atomes du carbone, il n'y a pas de ramification, donc c'est acide oïque et au milieu, on va mettre propane et ça donne acide propanoïque. Les esters. Alors les esters sont des molécules très souvent odorantes, présentes dans les produits naturels comme les bananes, la lavande, le coco, etc. Leur utilisation et application industrielle sont très vastes. Les essences du parfumerie, les arômes alimentaires, le solvant au parapharmacie, etc. Donc un ester s'écrit généralement sous la forme RCOOR' ou RCO2R' et présente l'enchaînement suivant. Alors il y a une partie qui dérive de l'acide carboxylique et il y a une partie qui dérive d'un alcool. Alors la nomenclature d'un ester est composée de 2 termes. Le premier dérive de la nomenclature de l'acide carboxylique en remplaçant la terminaison oïque avec la terminaison OAT et en éliminant le terme acide. Le second correspond au nom de groupe alkyle lié à l'atome d'oxygène. Alors la méthode pour nommer un ester est la suivante. On repère le groupe caractéristique ester, la chaîne carbonée de l'ester qui porte le carbone du groupe COO correspond à l'acide carboxylique. Le nom de cet acide est déterminé par les règles habituelles, la chaîne la plus longue, puis la ramification et les positions. Le nom de l'autre chaîne carbonée de l'ester est donné grâce aux règles de la nomenclature des alcanes qu'on a vues auparavant. Exemple. Alors dans cet exemple-là, vous voyez qu'il y a 2 parties. Il y a la partie qui provient de l'acide et il y a la partie qui provient de l'alcool et l'ensemble forme ce qu'on appelle un ester. Donc pour donner le nom de cet ester, on va donner le nom de cette partie-là comme si vous avez un acide. Donc si vous avez un acide ici, il y a 1, 2, 3, donc ça va être l'acide propanoïque. On va éliminer l'acide et on va éliminer oïque et on va le remplacer par OAT. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne propanoate. Et la deuxième partie, on a une ramification sur propyle. Donc, le méthyle, il est dans la position 2. Le numéro 1, il est toujours ici. 1, 2. Donc, c'est le 2-méthylpropyle. Donc, le nom final, c'est le propanoate de 2-méthylpropyle. On nomme cette partie-là et on nomme cette partie-là. Alors, cette partie-là, on va la nommer comme les radicaux alkyles. Et cette partie-là, c'est comme si vous avez un acide, vous éliminez acide et vous éliminez oïque. Un autre exemple, dans cet exemple-là, la partie qui provient de l'acide, c'est celle-ci. Et il s'agit de l'acide méthylpropanoïque. Donc, on va éliminer acide et on va éliminer oïque. Et on va remplacer oïque par OAT. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2-méthylpropanoate. Et on va nommer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ceci. Alors, ceci, c'est 3 carbones, c'est le propyle. Donc, le nom, c'est le 2-méthylpropanoate de propyle. Et le 2 ici, je peux le mettre, je ne peux pas le mettre parce que ça change rien. Le dernier exemple, c'est celui-là. La partie qui provient de l'acide, la voici. Son nom, c'est 2-méthylbutanoate, cette partie-là. Et vous avez ici 2 atomes de carbone, c'est l'éthyle. Donc, le nom final, c'est le 2-méthylbutanoate d'éthyle. L'estérification et l'hydrolyse. La réaction d'estérification est la réaction entre un acide carboxylique et un alcool et qui donne un ester et de l'eau. Exemple, l'acide que vous avez là, c'est un acide qui a 2 atomes de carbone, c'est l'acide éthanoïque, et qui va réagir avec qui? Avec 4 atomes, ça veut dire le butane 1-ol. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'éthanoate de butyle et de l'eau. L'acide éthanoïque, on peut le nommer aussi acide acétique. Et le butane 1-ol est ceci, soit, on va dire, soit éthanoate, soit éthate de butyle et de l'eau. La réaction d'hydrolyse. Alors, la réaction d'hydrolyse ou bien l'hydrolyse d'un ester est la réaction inverse de l'estérification, c'est-à-dire c'est la réaction entre un ester et de l'eau et qui conduit à la formation d'un acide carboxylique et un alcool. L'estérification et hydrolyse des esters. Voilà la définition. L'estérification est la réaction entre un acide carboxylique et un alcool. La réaction conduit un ester et l'eau selon cette réaction générale. Alors, un acide carboxylique plus un alcool. Le 1 et le 2 ici, ça ne veut rien dire. C'est pour distinguer les radicaux. On peut faire ici R et R', qui donne un ester et de l'eau. L'ester plus l'eau donne l'acide carboxylique et l'alcool. Vous constatez avec la couleur bleue, le OH,
le OH qui provient de H2O pour nous former l'alcool, etc. Alors, étude expérimentale de l'estérification et l'hydrolyse. On va commencer par l'étude expérimentale de l'estérification. Dans cette figure, on constate qu'il y a un bain-marais à 60 degrés Celsius qui est régulé et dans laquelle vous avez des tubes ASC. Chaque tube ASC contient un mélange équimolaire, une mole d'acide éthanoïque et une mole d'éthanol avec quelques gouttes d'acide sulfurique. Alors, ce mélange-là est tiré à des instants successifs et dosé. Alors, pour les doser, qu'est-ce qu'on va faire? On va les tremper dans de l'eau glacée pour arrêter la vitesse de la réaction, pour arrêter la réaction. Et on va les doser pour déterminer la quantité de matière de l'acide éthanoïque qui est restante. Alors, si on fait ceci, on va trouver les résultats sous cette forme. Alors, la figure que vous avez là donne la quantité de matière en fonction de temps, la quantité de matière de l'acide restante. On constate qu'au départ, vous avez une mole et l'acide, puisque c'est un réactif, sa quantité de matière va diminuer. Donc, vous constatez que sa quantité de matière va diminuer, mais il ne tombe pas vers 0. Il tombe vers une valeur de 0,33 mol. Si on connaît la quantité de matière de l'acide restant, on peut déterminer la quantité de matière de l'ester formé et on peut tracer la deuxième courbe qui est en vert. Et on constate aussi que cette courbe-là ne tend pas vers 1, elle tend toujours vers 0,67. Alors d'après ces constatations, on constate que la réaction dure plus longtemps. Ça veut dire qu'il a un temps de réaction qui est très lent. Donc, on va dire que la réaction n'est pas rapide, mais elle est lente. Et on constate que la réaction ne se termine pas par 0 ou bien par 1, elle se termine par 0,33. Donc, on peut dire que la réaction d'estérification est une réaction qui est lente, puisqu'elle dure plus longtemps, et limitée parce que la quantité de matière de réactif ne disparaît pas. L'étude expérimentale de l'hydrolyse. Alors, de la même manière, on fait un mélange de la quantité de matière de 1 mol d'éthanoate d'éthyle avec une même quantité de matière d'eau et on suit l'évolution de la réaction par dosage de l'acide dans ce cas-là qui va être formé et on obtient les courbes suivantes. Alors sur cette courbe-là, on va constater les mêmes constatations. Ça veut dire que la réaction a un temps qui est très grand, ça veut dire que c'est une réaction qui est lente et on constate que la réaction ne tombe pas vers 0. On considère qu'à la fin de la réaction, il y a les réactifs et les produits. Donc la réaction d'hydrolyse, c'est une réaction qui est aussi lente et limitée. L'équilibre estérification-hydrolyse. La réaction d'estérification et la réaction d'hydrolyse sont deux réactions inverses l'une de l'autre et elles se produisent en même temps et elles conduisent à un équilibre chimique qu'on peut écrire sous cette forme-là. RCOOH plus R'OH. Ici, vous avez deux flèches. Une flèche pour l'estérification dans ce sens-là, et une autre flèche dans le sens inverse. Cette réaction est caractérisée par sa constante d'équilibre. Donc, chaque réaction a une constante d'équilibre K qui est égale à QRX. Alors, K qui est égal à QRX, c'est la concentration à l'équilibre de l'ester fois la concentration à l'équilibre de l'eau, l'acide et l'alcool. On constate dans ce cas-là que l'eau intervient dans l'expression de K. Remarque très importante, dans le cas de l'estérification et de l'hydrolyse, l'eau est un produit de la réaction et non pas un solvant. Donc sa concentration doit figurer dans l'expression de K ou bien dans l'expression de QR, QRI, QRX, etc. Rendement d'une réaction chimique. Alors, pour mesurer l'efficacité d'une réaction, on introduit la notion de rendement de réaction et on définit le rendement de la réaction par la relation suivante. R est égal à NEXP sur Nmax ou bien NTH, avec NEXP qui est la quantité de matière obtenue de produits synthétisés et N théorique ou bien Nmax, c'est la quantité de matière attendue de même produit si la réaction est totale. Le rendement ici, c'est l'équivalent de taux qu'on a vu dans les cours précédents. Alors, exemple, le rendement de la réaction d'estérification qu'on a vu dans l'étude expérimentale, c'est R est égal à 0,67 qu'on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage, c'est-à-dire 67%. Alors, le rendement, il dépend de la classe de l'alcool utilisé. Alors, on aura, au lieu de 67, on aura 60 pour un alcool secondaire et inférieur à 10 pour un alcool qui est tertiaire. Alors, ici, on a utilisé un alcool qui est primaire. Contrôle de la réaction d'estérification-hydrolyse. Le contrôle de la vitesse de la réaction. Alors, on peut contrôler la vitesse de la réaction. La réaction d'estérification sont très lentes.
Donc, il est possible d'agir sur la cinétique de ces réactions pour accroître leur vitesse de réaction. Alors, pour augmenter la vitesse de la réaction d'une estérification ou d'une hydrolyse, il est possible soit d'utiliser un catalyseur qui augmente la vitesse de la réaction sans modifier l'état final. Il n'apparaît pas dans l'équation de la réaction. Ici, le catalyseur qu'on a utilisé, ce sont les gouttes d'acide sulfurique ou bien les H+, les ions H+. Alors, on peut élever la température. Alors, les ions H+ sont des espèces chimiques catalyseurs de l'estérification ou de l'hydrolyse. Ces ions proviennent de l'ajout de quelques gouttes d'acide sulfurique au mélange initial. On l'a déjà dit. L'élévation de la température augmente également et considérablement la vitesse de la réaction de l'estérification ou de l'hydrolyse. Après ajout du catalyseur, il y a augmentation de la vitesse de la réaction, de l'estérification et de l'hydrolyse. Alors, le contrôle de l'état final. Alors, les chimistes cherchent toujours à contrôler l'état final de la réaction, c'est-à-dire modifier le rendement de la réaction. Les réactions d'estérification et d'hydrolyse étant limitées, ils déplacent leur équilibre vers la formation des produits. Alors, il est possible d'augmenter le rendement de la réaction d'estérification ou d'hydrolyse, soit en augmentant les proportions d'un des réactifs par rapport à l'autre, soit en prélevant l'un des produits au cours de sa formation. Alors, pour augmenter la réaction, on peut utiliser ce montage-là qui s'appelle le chauffage à reflux. Alors, le chauffage à reflux, il est formé par 1. Le tube de refroidissement, 2. Le ballon, 3. Chauffe-ballon, 4. Sortie d'eau, 5. Entrée d'eau et 6. Le mélange réactionnel. À quoi ça sert? Le chauffage à reflux permet d'augmenter la vitesse de la réaction sans perdre d'espèces chimiques. Donc, il y a deux choses. Il permet d'augmenter la vitesse de la réaction en augmentant la température et il permet une conservation de la matière. Ça veut dire qu'il ne permet pas aux espèces chimiques de s'échapper.